Madame Bétou avait promis, Madame Bétou avait de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais ce ne fut pas manqué grâce à nos canonniers. Dans la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dans la Carmagnole, vive le son du canon. Que réclamant républicain, que réclamant... Ce documentaire a pour but de comprendre ce qui a lieu depuis la Révolution française, qui voit apparaître les droits de l'homme. Je me fais gloire de commander par droit divin. À la différence de la coercition brutale de l'ordre ancien, instituée par une hiérarchie fixe et stricte, le nouveau pouvoir instaure des droits de l'homme que les citoyens adoptent comme étant naturels et bienfaiteurs. Que ceux-ci surviennent à la Révolution française, fer de lance de la Révolution industrielle et plus tard de la société de consommation, n'est pas anodin. Au moment où la technique pouvait transformer et réguler l'être humain à l'ère des masses. Le cadre est occidental. Avec les droits de l'homme, nous entrons dans la modernité, sous des atours séducteurs. Libération et émancipation sans fin. Là où il y a libération, il y a de la production. Produire, c'est finaliser, rendre le marché opérationnel. Quels sont les enjeux et les forces en présence dans cette utilisation des énergies humaines? Quelles sont leurs limites? La révolution industrielle voit éclore peu à peu une nouvelle société qui s'empare de l'imaginaire féminin sous la bannière du féminisme. Ce dernier n'est pas les femmes ou la féminité. L'imaginaire masculin est trop rigide, frontal, peu malléable, alors que l'imaginaire féminin est potentiellement sans limite. La nouvelle société ne saurait tolérer la rareté des biens sexuels comme des biens matériels, permettant une disponibilité infinie. Retraçons succinctement cette histoire sous un autre angle. C'est surtout au cours de la Révolution française que naissent les premières égéries féministes, avec les figures connues telles Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt ou Mary Wollstonecraft. Dans la première moitié du XIXe siècle, le mouvement féministe apparaît sans fédérer des organisations durables. L'objectif est de réformer les institutions pour que les hommes et les femmes deviennent égaux devant la loi. Droit à l'éducation, droit au travail, droit à la maîtrise de leurs biens et droit de vote constituent les revendications principales. Le féminisme survient quand le patriarcat perd de sa force à l'aube du XXe siècle, suite de la révolution industrielle. Marx écrit « Tout comme la société antique, la société patriarcale et la société féodale déclinent avec le développement du commerce, du luxe, de l'argent et de la valeur d'échange. Et simultanément, la société moderne prend son essor. » Dans l'inconscient collectif, le féminisme est la défense de toutes les femmes, qui seraient dominées par les hommes. La domination masculine serait un obstacle volontairement installé contre l'émancipation des femmes, et qu'une fois levée, celle-ci deviendrait enfin autonome et libre. Outre que cette histoire est réécrite par les féministes, que veulent bien dire autonomie et liberté dans un monde à deux sexes où la liberté est dépendante des rapports divers entre eux, des images qu'ils se font d'eux-mêmes, d'autant que ces deux sexes sont là pour perpétuer l'espèce. Les hommes dominaient-ils unilatéralement les femmes, toutes classes confondues? Jusque-là, ce ne sont que des hommes et des femmes d'un haut rang, aristocratie ou bourgeoisie, qui dominent les autres, et non les hommes en eux-mêmes. Seules les personnes d'une classe aisée pouvaient s'adonner aux loisirs ou à la culture. Voltaire, Madame de Lafayette. Un vendeur de pizza n'a aucune domination sur Thatcher. Le restant subissait un sort similaire en tant que classe miséreuse. Les hommes plus forts physiquement effectuaient les tâches les plus rudes en plus d'aller à la guerre.
et les femmes donnaient naissance à des enfants qui occupaient une grande part de leur temps, chose donnée par la nature et non par les hommes. L'idéologie féministe puise ses idéaux chez les libéraux, qui ont inspiré la Révolution française, menée par la même bourgeoisie. Si Marx ne s'est jamais dit de gauche, l'autre face du capital, il en référait, lui, à l'infrastructure, les moyens de production, pour changer la société, et non à la superstructure, religion, système idéologique ou de pensée, qui découle de la première. Or, les féministes ne proposent jamais de changer l'infrastructure, mais de changer les mentalités, la superstructure. Droits de l'homme et libéralisme économique vont de pair, car le progrès réel n'est pas progrès du capitalisme, qui confisque les valeurs concrètes et naturelles en source de profit économique et de privilèges sociaux. Ainsi, Karl Marx ne croyait pas aux droits de l'homme, qui n'étaient que les droits de l'homme d'affaires. Pour lui, ces droits bourgeois, par leur apparence séductrice et humaniste, deviennent le socle des relations sociales où les individus ne sont considérés qu'à partir de leur base égoïste, centrés sur leur intérêt privé et leurs caprices. Processus d'autonomisation comme processus d'atomisation. Technique du mirage dont le processus inexorable n'a aucune limite et ouvre sur la démesure puisque l'égalité et la liberté fondent ce système marchand. Je dis bien libéralisme, dans sa définition qui promeut idéalement la liberté, la créativité, la responsabilité et l'indépendance personnelle sous l'égide des droits individuels et de la propriété privée. Individualisme abstrait. De même, l'État et le privé ne sont pas deux entités indépendantes et ont toujours été liées. Le libéralisme n'est jamais stable et immobile. Le mot est aussi crédible qu'un système informatique qui en resterait à sa version 1.0. On imagine que l'appareil est amélioré, nous enserrant dans le logiciel imposé pour ne plus jamais en sortir. La vitrine joue comme un charme enveloppant, mais truqué, comme le chant des sirènes qui ensorcellent. Le libéralisme détruit sans cesse son antériorité et installe des structures et une idéologie à une époque pour s'en débarrasser quand il n'en a plus besoin. Quand l'esclavage ne lui sert plus, il le dénonce par les nouvelles forces libérales et progressistes et se sert de cette dénonciation comme d'une avancée en matière de liberté pour installer le salariat où le maître n'a plus besoin de payer son esclave. Ce dernier étant devenu un esclave au carré vendant sa force de travail. Ceux qui croient lutter contre le capitalisme sont affublés d'un strabisme mental convergent et semblent loucher en s'attaquant à une phase devenue obsolète, promouvant sans s'en rendre compte sa nouvelle mutation. La révolution industrielle crée une nouvelle société pour reproduire l'économie du capitalisme. Surproduction, exode rural, ville nouvelle, circulation accrue, nouveaux moyens de locomotion. Voilà la modernité, sonnant comme une promesse. C'est l'apparition progressive du secteur tertiaire marchand, commerce, transport, activités financières, information, et non marchand, administration publique, enseignement, santé humaine, action sociale. Et la diminution progressive du monde du travail productif, exercé en majorité par les hommes, vu sa pénibilité devenant moins prépondérant à cette époque. Pour gérer ce secteur tertiaire naissant, début de la société de consommation, il faut non seulement amener la population vers les grandes villes et la couper des moyens d'auto-subsistance, des fondements concrets et naturels de la vie, et de les assujettir à un mode de vie petit bourgeois avant de les atomiser davantage en les coupant de leur être sexué comme la théorie du genre. En somme, de l'inféoder par l'intermédiaire d'un nouvel imaginaire de classe illimité dans son extension.
Émile Zola écrit dans Au bonheur des dames, quand il fait dire à Octave Mouret « Ayez donc les femmes, vous vendrez le monde ». Phrase limpide. Ce que la nouvelle bourgeoisie appelle patriarcat vise en fait l'ancienne structure bourgeoise qui freine l'adaptation à la nouvelle économie. Quoi de mieux que de refiler le bébé à tous les hommes plutôt qu'à la nouvelle classe dirigeante? L'imaginaire féminin fait vendre. Il faut donc le promouvoir à travers le féminisme. Le droit de vote survient précisément à ce moment-là. Le capitalisme en a besoin. Ce droit individualiste et bourgeois fut contesté par des femmes. Alexandra Kollontai indique que les suffragettes réclamant des droits politiques sont issues de la petite et grande bourgeoisie et veulent représenter l'intérêt commun de toutes les femmes, unissant ouvrières et bourgeoises. Sauf que cet intérêt commun n'existe pas. Alexandra Kollontai écrit un texte « Journée de la femme » en février 1913. Les féministes s'efforcent d'acquérir des droits politiques. Mais ici aussi, nos chemins se séparent. Pour les femmes bourgeoises, les droits politiques sont simplement un moyen leur permettant de progresser plus facilement et plus sûrement dans un monde fondé sur l'exploitation des travailleurs. Les chemins suivis par les ouvrières et les suffragettes bourgeoises se sont depuis longtemps séparés. Il y a une trop grande différence entre les objectifs que la vie leur a assignés. Il y a une trop grande contradiction entre les intérêts de l'ouvrière et de la patronne, entre la servante et sa maîtresse. Il n'y a pas et ne peut y avoir de point de contact, de conciliation et de convergence entre eux. Contrairement à ce que les suffragettes de Sarah Gavron en 2015 tentent de faire croire en situant son film dans le milieu ouvrier. La femme qui meurt à la fin, Emily Davison, était la fille d'un homme d'affaires. Information passée sous silence, tout comme Emmeline Pankhurst, célèbre suffragette, femme d'un avocat qui n'hésitera pas à soutenir l'effort de guerre de 1914, ce que dénoncera Emma Goldman. Emma Goldman, anarchiste russe, critique cette femme nouvelle émancipée. Dans la tragédie de l'émancipation féminine, elle ne tient pas à dissocier les hommes et les femmes et reproche aux militantes d'être des puritaines et de bannir les hommes de leur vie affective, sauf en tant que père. La liberté de la femme ne peut aller sans celle de l'homme. Elle écrit « Pour qu'une vraie relation entre les hommes et les femmes soit possible, il va falloir abandonner l'idée de dominant et de dominé pour ne se concentrer que sur une seule priorité, le don de soi sans réserve afin de vivre une vie plus riche et plus dense et de devenir soi-même un être meilleur. » Pour elle, la femme moderne est devenue une plante artificielle qui s'indexe sur un modèle bourgeois et refuse de développer sa propre spécificité. C'est pour cela qu'elle écrit « Dès lors, si les femmes désirent vraiment être libres, elles sont confrontées à la nécessité de s'émanciper de ce mouvement d'émancipation. » Elle écrit « Et du côté de la grande masse des travailleuses, quelle indépendance ont-elles réellement gagnée si elles troquent leur vie étriquée et servile de femmes au foyer contre la vie étriquée et servile de travailleuses à l'usine, à l'atelier, au grand magasin ou au bureau. » J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Ce droit de vote des femmes est une imposture pour elles. Dans le texte, le droit de vote des femmes. Si elles ne voient aucune raison pour que les femmes n'aient pas ce droit de vote, elles pensent qu'elles ne vont pas réussir là où les hommes ont échoué, sauf à les doter de pouvoirs surnaturels. Croyons-nous que le poison inhérent à la politique diminuerait si les femmes entraient dans l'arène? Même les plus ardentes suffragettes ne soutiendraient pas une telle folie. Telle est la raison pour laquelle l'attitude bornée et puritaine des femmes à l'égard de la vie fait d'elles un plus grand danger pour la liberté, quand bien même elles accèdent à un pouvoir politique. Ils ont voté, puis après... C'est le point clé. Faire entrer les femmes dans l'arène pour poursuivre le même système.
C'est l'inverse qu'il faut faire. Comme dans le roman de José Saramago, la lucidité où les votes blancs surpassent les votes exprimés. Et le droit de vote n'est qu'une simulation de démocratie comme on l'a constaté en 2005. Cette explication est inaudible de nos jours, tellement le féminisme, avec son logiciel progressiste libéral, a préinterprété le monde et est devenu intouchable. Si Alexandra Kollontai et Emma Goldman avaient cerné le problème, elles croient encore au mythe révolutionnaire. Il faudrait révéler le système pour l'arracher à son aliénante mystification pour une hypothétique remise à l'endroit, une productivité authentique et désaliénée. Or, la libération des forces productives, comme émancipation, ne sort pas de l'imaginaire productif de l'économie politique. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette terrible illusion est que la révolution peut bien être fantasmée comme abolition du capitalisme. Elle est vouée à retomber dans la sphère de ce système comme signe, modèle d'une liberté totale pour l'individu, de se produire comme valeur. La société de consommation l'établira sans détour. C'est le capital lui-même dans sa nouvelle phase qui réalise cette libération, après des siècles de pénurie, par celle des biens et des services, politiques, sexuels ou le loisir. Épurer la misère en ce nouveau printemps. Si le vote des femmes inquiétait d'abord la République pour sa tendance à privilégier l'aristocratie et les catholiques, il ne devient plus un problème lorsqu'elles doivent devenir des consommatrices et vendre la nouvelle société par l'imagerie. Beaucoup de féministes ont oublié ces femmes et ne font référence qu'aux bourgeoises de gauche que sont Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi ou Elisabeth Badinter, qui n'ont jamais été exploitées pour survivre. Prenons un exemple. Edward Bernays, le père des relations publiques, qui a adapté dans le secteur de l'économie de marché les recherches de son célèbre oncle Sigmund Freud vis-à-vis de la libido, va avoir un impact considérable dans cette fabrique du consentement en manipulant l'opinion à l'ère des masses. En 1928, comme l'American Tobacco Company se plaint de l'état de ses ventes, Bernays décide de cibler les femmes qui fument peu, associées alors à la prostitution. Il met au point les torches de la liberté, avec le concours d'une féministe, Ruth Hall. Bernays fit descendre 10 jeunes femmes durant la parade de Pâques dans un défilé médiatisé où chacune tient une cigarette dans une main et une pancarte « Torch of Freedom » dans l'autre. Cette féminisation de la consommation du tabac intervient après que les femmes ont accédé au droit de vote. Ainsi, celles qui fument deviennent des femmes indépendantes, libres et modernes, concurrençant les hommes. Les ventes de cigarettes connaissent une hausse fulgurante, autrement dit, le progrès par le cancer. Les femmes vont occuper une place de plus en plus importante dans les publicités, notamment par l'intermédiaire des pin-up inventés par Petty et Vargas l'année d'après, en 1929. Il faut donc les libérer. Après-guerre, le plan Marshall, programme de reconstruction de l'Europe proposé en 1947 par le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, George Marshall, fut institué pour que la France se mette au pas du mode de consommation américain. On trouve à Paris, place de la Concorde, cette plaque commémorative disant des choses étonnantes. Avec l'arrivée de la société de consommation, le code du capitalisme ne se limite plus à la production et investit la signification, l'information, le savoir, la culture, le quotidien, le sexe, le droit des femmes, cherchant à se dépasser pour survivre.
l'économie est désinvestie, d'où l'ironie de travailleurs forcés de se battre pour rester dans le circuit du travail et de la productivité, la désindustrialisation, simuler une lutte des classes, l'inverse de la situation initiale du capitalisme. C'est en élargissant son champ que le système a la mainmise totale pour une domestication radicale. Congés payés, allocations, sécurité sociale, vacances, etc. L'individu, tranquille, gardé à vue. Le système n'a plus besoin de la productivité de tous. Il a besoin que tout le monde joue le jeu pour se reproduire symboliquement. Il donne sans compter et la dette est impossible à rendre. Il faut bien comprendre ce phénomène de libération générale pour saisir la suite. La femme doit devenir permissive. Son image est promotionnée grâce à la publicité. Société médiatique oblige. Le libéralisme met en œuvre cette émancipation en usant de la rhétorique de l'oppression des femmes et en utilisant le sexe, le beau sexe, celui qui reproduit l'espèce. Ce n'est pas seulement un phénomène économique, mais symbolique, car il est sans limite. Ce n'est donc pas une libération qui aurait été gagnée par le combat ou la lutte, mais parce que le système libéral y avait intérêt. Sinon, il aurait tôt fait de le combattre par la force physique même. Les féministes n'auraient pu gagner ce combat. La mise en accusation des hommes fut le projet de Simone de Beauvoir, grande bourgeoise de gauche, qui a servi d'avant-garde avec Le deuxième sexe, qui sort en 1949. Étrange référence quand on sait, grâce au livre de l'historien Gilbert Joseph, Une si douce occupation, que de Beauvoir sortait avec plusieurs de ses élèves lorsqu'elle était professeure, collabora avec les nazis sous l'occupation et fut engagée à la radio de Vichy. Elle devint néanmoins une figure emblématique du féminisme. Le second tome du deuxième sexe commence par la célèbre phrase « On ne naît pas femme, on le devient », dont on oublie la suite. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat, qu'on qualifie de féminin. De Beauvoir énonce ainsi que la condition féminine est entièrement construite, préfigurant les théories du genre. Tout est construit, rien n'est donné. Elle ne dit mot de la condition masculine et encore moins des conditions sociales. Cette condition féminine, socialement construite, est battue en brèche dans le premier tome. De Beauvoir établit une distinction physique entre les deux sexes. Pour se défendre contre les ennemis, pour assurer leur entretien et celui de leur progéniture, elles avaient besoin de la protection des guerriers et du produit de la chasse, de la pêche auquel se vouaient les mâles. Elle parle donc de destin biologique, pour le nier ensuite. Rôle naturel à l'espèce, qui, sans cela, ne se serait pas développé et de Beauvoir n'aurait pu écrire son essai. Elle ajoute, ainsi le triomphe du patriarcat ne fut ni un hasard, ni le résultat d'une révolution violente. Dès l'origine de l'humanité, leur privilège biologique a permis aux mâles de s'affirmer seuls comme sujets souverains. Ils n'ont jamais abdiqué ce privilège. Elle dit au fond qu'il n'y a pas eu de domination masculine pour la simple envie de dominer, mais pour que l'espèce puisse se perpétuer. L'oppression venait plus du milieu que de l'homme. Comment la femme aurait-elle pu sortir d'une condition physique non socialement construite, étant donné qu'elle enfante ? Impossible de constater à la fois une condition biologique qui implique
nécessairement un certain comportement pour l'envisager ensuite comme une construction culturelle. Si de Beauvoir refuse l'idée de destin biologique, c'est pour asseoir l'idée de domination masculine, culturellement construite. Contradiction notoire. Remplacer la sélection sexuelle par l'idéologie. Il en aurait été différemment si hommes et femmes avaient été d'une condition physique équivalente au départ, et si l'homme avait ensuite dominé la femme pour en faire son esclave. Pourtant, ce n'est que dans les années d'après-guerre que la femme, par la contraception et l'avortement, sera relativement libérée de l'enfantement, précisément au moment où de Beauvoir écrit son essai. Pour le reste, alors, parler de mutilation, je trouve ça également complètement absurde, parce que ça serait supposer qu'il y a un être de la femme naturel donné en soi, alors qu'en réalité, il y a 50, 10 000 manières de vivre sa condition de femme, comme il y en a de vivre la condition d'homme, et qu'aucune n'est mutilante. Il n'y a de mutilation que si vous avez souhaité quelque chose et que vous ne l'avez pas, mais si vous ne le souhaitez pas et que vous ne l'avez pas, il n'y a pas de mutilation. Parce qu'un manque n'est jamais un manque en soi, il y a de manque que lorsqu'il y a un désir inassouvi. Du moment que je n'ai pas eu un désir d'enfant, de ne pas avoir d'enfant, n'est pas une mutilation. D'ailleurs, on voit bien là le préjugé contre la femme, parce qu'un homme qui n'a pas d'enfant ne dira jamais qu'il lui manque d'être père pour connaître la condition humaine et qu'il est mutilé. Sauf que c'est la femme qui porte l'enfant et reproduit l'espèce. Sans oublier que les deux sexes n'ont pas la même stratégie sexuelle, d'un point de vue évolutif. L'idée maîtresse de Beauvoir est d'amputer la femme d'une partie conséquente de la féminité qu'elle haïssait. La femme et sans féminité. Il est difficile d'envisager une féminité sans femme, mais les féministes peuvent fort bien se passer de la féminité. Les questions du genre, elles se sont pour moi d'être une fille, ça s'est manifesté très tôt par le fait que je n'étais pas une fille complète, ou que je performais pas bien, j'accomplissais pas bien ce qu'on pouvait attendre d'une fille. Nous reviendrons sur cette essentialisation, notion qui ne peut faire abstraction d'une condition physique. Vous savez quelles sont mes idées sur la condition des femmes. C'est que pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'obtenir que par le travail. Il faut que les femmes travaillent exactement d'une manière aussi universelle, que ça soit aussi normal pour elles que pour les hommes, pour que, sur les plans intellectuels, psychologiques, moraux, elles puissent également se sentir profondément et de l'intérieur les égales des hommes. Bon, et pour qu'elles puissent le devenir et avoir des responsabilités économiques, politiques, sociales qui soient équivalentes. Or, en ce moment, il y a en France un mouvement que j'appellerais un mouvement de régression, parce qu'il vise, au contraire, à enfermer de plus en plus la femme au foyer, dans sa famille, auprès de ses enfants, et à lui refuser les possibilités de faire une carrière de travailleuse équivalente à celle des hommes. De Beauvoir ne pense qu'au travail, elle qui n'a jamais travaillé. Il est piquant qu'elle dénonce la démocratie bourgeoise, dont elle fait partie, qui était en train de faire éclater les anciennes structures. Pourquoi donc de Beauvoir tient tant à cette idée? Pour mettre le maximum de femmes au travail. Mais quel travail? Arrêtons-nous un instant sur ce problème. À Boulogne-sur-Mer, dans les années 60, de jeunes femmes de 15 à 20 ans travaillent dans des conserveries. Un travail d'adulte, mais moins payé. Elles viennent après le certificat d'études. Elles travaillent 9 heures environ, les pieds dans l'eau et les mains dans la glace, sans réaliser leurs conditions de travail. Écoutons cette jeune femme touchante, coincée dans sa condition, et ce à quoi elle aspire comme destin, traduisant tout le problème actuel. Mademoiselle, vous avez quel âge? 16 ans et demi. Pourquoi avez-vous arrêté vos études? Ça me plaisait pas. Je préférais quitter tout de suite après le certificat. Et vous préfériez travailler dans la conserverie plutôt que de continuer vos études? Oui. Pourquoi? Je trouve qu'on est mieux parce qu'à l'école, toujours étudier, tandis qu'au travail, on est libre. On est
vous n'êtes pas libre, puisque vous y allez à 8h le matin, vous en sortez à midi, vous allez à 2h, vous en sortez à 7h. Ah oui, on est quand même plus libre qu'à l'école, parce qu'à l'école, on est toujours assis, on n'a pas le droit de parler, tandis qu'au travail, on chante, on parle, tout ça. Vous voulez vous marier? Ah oui. Je n'ai pas l'intention de marier. Pourquoi? Oh ben, on a assez de preuves. Tous les jeunes qui se marient, mettons à 16-17 ans, on voit tout de suite qu'elles ont leur vie gâchée parce que tout de suite elles se marient. Pourquoi? Parce qu'elles attendent un enfant. Alors après, maintenant les jeunes de maintenant, ils sont trop volages, je trouve. Est-ce que vous aimeriez quitter Boulogne? Oui, j'aimerais bien. Pour aller où? À Paris. On se demande bien quel lien et pourquoi une femme émancipée par le travail peut ou doit renoncer à sa maternité, à grande échelle, par égalité avec l'homme qui n'enfante pas. Pour quel destin? C'est pourquoi ce système va promotionner l'avortement et la pilule, calcul technique et cynique pour une promesse d'émancipation pour une liberté illimitée. On voit se dessiner en filigrane ce qui arrivera tôt ou tard avec l'ectogénèse, les utérus artificiels et une chute drastique du renouvellement naturel des naissances de nos jours. Comment un pays peut-il survivre sans ce dernier? Anaïs Nin, auteure de Vénus Erotica, maîtresse de Henry Miller, dit dans Être une femme, « Je vois beaucoup d'éléments négatifs dans le mouvement de libération de la femme. Le mouvement est beaucoup trop une imitation de l'homme. Il cherche simplement un déplacement du pouvoir. Les femmes devraient avoir une définition différente du pouvoir. Il devrait être fondé sur les relations humaines. Les femmes qui s'identifient véritablement avec leur oppresseur, pour reprendre un cliché, sont celles qui agissent comme des hommes et deviennent masculines, et non pas celles qui cherchent à convertir et à transformer l'homme. Il ne peut y avoir de libération d'un groupe aux dépens d'un autre. La libération ne peut s'accomplir que dans la plénitude et l'harmonie. » C'est que beaucoup de femmes se font de la vie masculine un idéal. C'est une drôle d'idée, parce que je ne trouve pas la vie des hommes si idéale que ça. Mais rêvent d'être l'équivalent d'un monsieur qui se lève à 7h30 du matin, prend sa serviette sous son bras, avale rapidement son café et se précipite au bureau. Alors ça, comme une idée de la libération, je veux dire que c'est une idée qui me laisse froide. Et l'idée de la carrière, l'idée du succès d'argent, du succès de domination, être un administrateur, enfin, qui organise et qui a des personnes d'une façon presque militaire, on pourrait presque dire, à son service, sous ses ordres, devient pour la femme, ça se voit très bien quand on lit certaines revues féministes, l'idéal du succès humain. À mon avis, c'est une défaite épouvantable dans les deux sexes. Si un homme n'a que ça à offrir, c'est bien triste. Et si une femme limite et rêve d'une carrière de ce genre-là, elle s'apercevra un jour quelconque de sa vie que c'était bien creux et qu'elle a raté pas mal de choses. Et alors là, on voudrait de nouveau voir s'établir un nouvel idéal humain, un idéal qui offrirait aux êtres, peut-être pas nécessairement plus de loisirs, des loisirs on n'en a jamais, mais enfin plus de liberté d'activité et de choix, moins d'emprisonnement dans le travail, devenu sacro-saint, devenu une forme hypocrite de l'esclavage, puisque les gens ne font plus que ça, en sont obsédés, et que lorsqu'ils le quittent, parce qu'ils sont mis à la retraite, ne savent plus que faire, et meurent ou se mettent à jouer à des petits jeux inutiles. Et à la place de ça, on voudrait voir s'établir une espèce d'égalité humaine dans laquelle les êtres partageraient les tâches, les travaux, les plaisirs, tout simplement, en compagnons. Et jusqu'à présent, le féminisme 100%, n'a pas du tout mis l'accent sur cela. Outre qu'elle brocarde les lesbiennes, ce qu'elle fut elle-même, la papesse du féminisme ne loue pas la singularité de la femme, mais prend l'homme comme modèle. Pour écrire, il faudrait qu'elle eût été élevée exactement comme un garçon.
La femme doit imiter l'homme ou ne se construire que contre lui, en faisant abstraction de sa maternité et des différences physiques. N'ayant pas les attributs liés à la masculinité, force, risque, compétition, les féministes se construisent dans l'ombre portée de cette masculinité critiquée et imitée pour obtenir les places honorifiques, sauf dans les métiers ingrats et physiques. Si les femmes veulent jouer au ballon, les hommes ne tiennent pas à apprendre le tricot. Pour haïr, il faut envier ou admirer secrètement le modèle, intervertissant l'ordre logique et chronologique des désirs, afin de dissimuler son imitation. Il y a plusieurs étapes dans ce processus. À l'aube de la société de consommation, le libéralisme n'émancipe pas les femmes du point de vue humain, mais les intègre au cycle de la marchandise, dans son processus de modernisation, sans rien changer aux structures de pouvoir. Même si elles ont toujours travaillé, convaincre les femmes d'investir le monde du travail à grande échelle fut une priorité. Le patron devient le libérateur, et le mari qui travaillait 8 heures par jour devient l'oppresseur. Alors que l'on fuit le travail comme la peste, travail vu chez Marx comme une aliénation, c'est ce dernier qui est prisé par les féministes à cette époque. Le capital parvient à faire croire que les aliénations masculines sont des libertés dont les femmes sont injustement privées. Le capitalisme a besoin de détruire le patriarcat tout en créant l'illusion qu'il est encore omniprésent. Il fallait donc faire reposer l'oppression féminine sur un mythe phallocratique caricatural. Parvenues au sommet, ces femmes géreront les entreprises de la même façon que les hommes. Emma Goldman l'avait entrevu. C'est l'avènement de la femme d'affaires et de l'imaginaire féminin dans le marketing. Les autres hommes, par leur force physique, continueront à végéter dans les métiers ardus. Les femmes moins avantagées paieront les pots cassés de celles qui se sont élevées socialement sur leur dos. La publicité pour une Mercedes en est un exemple flagrant, où l'on voit une belle femme au volant envisager son mari comme un enfant après que celui-ci lui a proposé d'avoir un mouflet. Personne ne vient crier à cet homme dévirilisé, quémandeur pathétique d'enfant, face à une femme qui le considère comme un gamin. Et son amant, l'inceste, n'est pas loin. Alors qu'elle a un statut hiérarchique supérieur, cadre d'entreprise. Première conséquence. L'objectif était de permettre une intense circulation des femmes sur le marché du travail. La société libérale doit tout libérer. Il faut que tout soit disponible. En effet, les femmes s'occupant des enfants à la maison demeuraient une force improductive aux yeux du patronat face au nouveau marché, force qu'il fallait mettre au travail armée de réserve. Ce qu'il y a d'estomacant, c'est la critique de femmes au foyer, comme si cette situation était infamante, en oubliant que les hommes exécutaient des travaux laborieux comme d'aller à la mine. Mais enfin, faire la cuisine, mettre en ordre les choses autour de soi, s'arranger pour que le très petit domaine qu'on a, quand ce ne serait qu'un appartement de 2 pièces, ou bien si c'est une maison à la campagne qui en a 40, soit un peu plus agréable à vivre, un peu plus ordonné, un peu plus facile que ceux du voisin, enfin, se servir de ce genre de travaux pour embellir le monde sur le petit coin où l'on est, c'est très très considérable. Et quant à la cuisine, comme l'ont dit souvent les psychanalystes, c'est une forme d'amour. Nourrir les gens, c'est la manière de leur prouver qu'on les aime. Comme exactement quand les animaux dispensent la pâtée à un petit oiseau. Et nous oublions ça, nous oublions le côté sacré de cette chose-là. Et quand, à notre époque, ce sentiment existe, il existe peut-être plus souvent, c'est les hommes qui tout d'un coup se mettent à faire la vaisselle ou à faire la cuisine, tandis que la femme s'en va au bureau. C'est eux qui tout d'un coup héritent de ces grands sentiments humains. Eh bien, j'aimerais mieux qu'il reste encore, je ne dis pas le privilège des femmes, mais que les femmes ne se sentent pas diminuées en jouant ce rôle féminin pour lequel, enfin, elles sont parfaitement adaptées.
Marguerite Yourcenar avait ironisé sur cette imitation des femmes d'une condition masculine peu glorieuse. Le pouvoir de l'homme d'affaires, non les travaux laborieux. Critiquant un double jeu instauré notamment par les magazines féminins. Revendiquer l'émancipation et étaler leur charme. Alors, il y a autre chose. Il y a le fait qu'on est un petit peu sidéré. Quand on voit certaines revues féminines et on voit un article brûlant en première page, vous disant que la condition des femmes est atroce et qu'elle devrait s'élever à une condition égale à celle de l'homme, et surtout ceci et surtout cela, on tourne la page et on voit sur un magnifique papier glacé une image de cosmétiques, de soutien-gorge, de souliers à hauts talons et toute espèce de choses qui appartiennent au vieil arsenal de la femme objet. Ce qui fait que ces dames ont l'air de jouer à la fois sur les deux tableaux. Ou bien on est une femme qui vit absolument comme un homme, avec le sac au dos lorsqu'on fait des excursions et partageant le travail de la vaisselle avec son mari ou son ami ou son frère ou qui que ce soit. Ou bien on est une dame encore couverte de cosmétiques, de bijoux, et souvent achetée par un monsieur quelconque. Et les deux choses ne s'accordent pas. Et c'est excessivement fréquent qu'on voit encore le glissement enfin, d'une attitude à l'autre chez un très grand nombre de femmes. C'est le fameux argument. L'indépendance économique. Avoir un chéquier dans une société capitaliste. Sauf que la plupart des ménages n'avaient pas de compte du tout. Ce n'est qu'après-guerre que les Français vont réellement déposer leur argent dans les banques. Nombre d'entre elles sont nationalisées en 1945. Il faut attendre les lois de 67-68 pour que la bancarisation massive commence et que les banquiers aient accès à l'argent des Français et des Françaises. On entrait dans la société de consommation. Et comme les femmes sont de grandes acheteuses, on comprend vite le calcul. Qu'est-ce que vous pensez des féministes ? J'hésite, pas parce que je me dérobe, mais parce que c'est vraiment une question très difficile. Je crois que c'est les braguettes qui payent. À la grande époque du mouvement féministe, les femmes insistaient pour payer, pour partager, parce que c'était une manière de manifester leur égalité et justement de refuser le rapport de domination du mec qui paye. Et je trouve que c'était normal, logique et cohérent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vois plus jamais de nana qui propose simplement de payer au restaurant. Au moment où l'addition arrive, elle regarde ailleurs. Le regard se perd délicieusement au ciel, mais l'addition, ces questions matérielles, elles n'existent plus. Alors là, je trouve qu'il y a un petit abus, parce que les filles autonomes aujourd'hui jouent sur les deux tableaux. Il n'est pas question qu'elles remettent en cause leur liberté et leur autonomie, mais elles veulent en même temps profiter de tous les avantages du statut traditionnel d'autrefois de la femme. Courtisée, servie, femme fleur, femme objet, adulée. Mais en même temps, il n'est pas question pour elles de renoncer à 1 centimètre de leur territoire ou de leur indépendance pour autant. C'est-à-dire ça les empêche pas de vous balancer une baffe dans la gueule 5 minutes après. Alors je trouve que là, c'est pas cohérent. La jeune femme bourgeoise gravit les échelons dans les secteurs de la presse, de la littérature et de la communication, tandis que la femme populaire est contrainte de travailler dans des métiers laborieux. Là où un salaire suffisait auparavant pour nourrir une famille entière, 2 salaires sont maintenant nécessaires à l'extrémité inférieure de l'échelle socio-économique. Cela crée une rivalité et une dépendance entre femmes de classes différentes, dira Michel Clouscar dans Le capitalisme de la séduction. Qui gardera les enfants de ces bourgeoises, sinon les femmes populaires, obligées de faire garder les leurs. Comme souvent, les individus se battent pour obtenir des droits et des lois pour leur confort, mais n'hésitent pas à sous-payer, s'en fichent de salaire, ceux qui leur rendent service directement, femmes de ménage, nounous, etc. L'idée que les femmes aient été assignées à résidence pour la maternité ou à la cuisine est le gros mensonge des féministes.
Ce n'est pas aux hommes qu'il faut en vouloir, car ils n'ont pas attribué aux femmes de faire des enfants, mais à Dame Nature, surtout à une époque incertaine et ardue pour que l'espèce survive. Il y a deux sexes différents et incomparables, l'un reproduisant l'humanité et l'autre ne l'ayant pas. Alors Amanda. Mais le but est plus vaste. Le féminisme des centres urbains vise à libérer les jeunes femmes, bourgeoises ou non, modélisées comme icônes publicitaires par leur plastique érotique, favorable à cet imaginaire médiatique de classe. Enrôlant dans ce sillage les autres femmes qui les imiteront à leur tour, dans ce parasitisme progressiste, tout en désignant un ennemi facile, les hommes. Pour camoufler ce processus, l'homme générique devient le bouc émissaire qui voit se retourner contre lui symboliquement la seconde partie de l'humanité, occultant par la même occasion les décideurs. Le fameux mot d'ordre « prolétaires de tous les pays, unissez-vous » se métamorphose en femmes de tous les pays, unissez-vous contre les hommes. La télévision et les médias centralisent et diffusent la propagande, avec l'apport d'intellectuels et de magazines. Pour réaliser ce processus, il faut une autre condition. Et elle revendique la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. La contraception et l'avortement permettront ce projet. Liberté chimique et technique qu'elles devront de surcroît supporter. Il faudrait se demander pourquoi le pouvoir bourgeois permet une telle loi. L'invention de la pilule contraceptive par Pincus, un homme, aux États-Unis, mise sur le marché en 1961, outre-Atlantique, autorisée par la loi Neuwirth, encore un homme, en France en 1967, ce qui accentue une féminité attractive et séductive afin de profiter d'une jeunesse prolongée en matière sexuelle. Le pic de fertilité de la femme se situe entre 19 et 31 ans, au moment même où l'orientation professionnelle demande un maximum de temps et d'énergie pour accéder à un statut social ascendant. La beauté est un ascenseur social. En peu d'années, les jeunes femmes ont acquis un statut sans précédent. La contraception et l'avortement leur offrent un double avantage. À cette liberté sexuelle de synthèse offerte, et étant donné la disponibilité sexuelle des hommes et la facilité enfantine de les séduire, les femmes égalent non seulement l'homme sur le terrain sexuel, mais le dressent à épouser leur libido sans renoncer à leur avantage séducteur. C'est une mesure dont les hommes peuvent se réjouir, leur permettant de copuler sans risque, mais qu'ils n'auront aucune voix s'ils veulent avoir ou non des enfants, favorisant l'hypergamie féminine. Contraception et avortement permettent aux femmes de pécher sans bébé et de se débarrasser d'un enfant qui serait le fruit d'un mauvais choix. Les hommes ne sont pères que lorsqu'une femme le décide, alors qu'ils ont apporté 50% du patrimoine génétique. Il y a pire que le patriarcat, le monopole de son propre sexe en ayant éliminé l'autre. Témoin le manifeste des 343 femmes en 1971 qui exige l'allongement des délais légaux d'accès à l'IVG. Reprenant ce premier manifeste 50 ans plus tard, 343 autres femmes, bourgeoises, veulent rallonger le délai malgré les 230 000 avortements par an, et peu de gens se préoccupent du traumatisme de femmes qui ont avorté. Ça vous suit partout. Aujourd'hui, je devrais avoir un enfant qui aurait en 2018 7 ans. L'avortement, c'est difficile. C'est douloureux, c'est pas toujours choisi. Aujourd'hui, est-ce que je pense que le bon choix a été fait ou pas ? Oui et non. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'aurais pas mes enfants, j'aurais pas mon homme, j'aurais pas ma vie. Et que pour rien au monde, je changerais ma vie. Non, parce qu'aujourd'hui, je devrais avoir un enfant de 7 ans, qui n'a rien demandé. C'est ici que l'on note l'ambiguïté des féministes sur ce sujet. Quand, au miracle,
Elles défendent le droit des femmes à décider en dernier ressort de la naissance ou non d'un enfant, en faisant valoir la propriété exclusive de leur corps, organiquement constitué, alors qu'elles n'ont cessé de réclamer l'égalité dans tous les domaines, malgré des différences physiques entre les deux sexes, et de faire croire que l'homme et la femme étaient des constructions sociales. On remarque le lien direct entre libéralisme et cet individualisme égoïste, même avec un vernis de gauche. Le slogan « Mon corps m'appartient » l'illustre. Si le libéralisme prône la liberté sous l'égide des droits individuels et de la propriété privée, ceux-ci se sont rabattus sur le corps féminin comme entreprise de production personnelle. Rien dorénavant n'entrave une femme d'avorter ou un individu de contracter avec un autre pour louer son ventre, de se croire femme s'il est homme, de se greffer une puce dans le cerveau. Au lieu d'opter pour la prudence, c'est l'esprit consumériste qui prévaut. Fin de la maturité. La maîtrise de leur corps est placée au centre des préoccupations féministes de la deuxième vague. En France, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception est fondé en 1973. Il s'appuie sur l'aile la plus radicale du mouvement français pour le planning familial, qui se prononce en faveur de l'avortement et la contraception libre et remboursée par la sécurité sociale, et ouvre des cliniques d'IVG. En clair, le droit d'euthanasier un fœtus pour le confort bourgeois avec le consentement des intéressés au nom de la vie, du progrès et du libre choix jusque dans le déni. Le cinéaste communiste Pier Paolo Pasolini s'en indignera. Je suis pourtant traumatisé par la législation de l'avortement, parce que je la considère, comme beaucoup, comme une légalisation de l'homicide. Les féministes opèrent un double jeu permanent, critique de leur essentialisation et réalisation effective de ce destin, en faisant tout pour écarter le père. Divorce en pagaille, chantage affectif, garde quasi exclusive de l'enfant. Elles sont devenues des banquières sentimentales, agitant frénétiquement de la main leur carte bancaire, non pour devenir des Hannah Arendt, des Marguerite Yourcenar, mais des Nabila ou assimilés, rampant à plate couture vers le 440. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? La fidélité, c'est rien. C'est vraiment rien. Ça n'existe pas. La fidélité, c'est le truc qui est encore du ressort de la possession. La fidélité, la jalousie, c'est des choses vraiment d'hier, du siècle d'avant, du millénaire d'avant. Cette voix s'est tellement ancrée dans l'inconscient collectif qu'il est extrêmement difficile de le remettre en cause pour faire valoir une autre vision. Parce que cette émancipation joue sur cette liberté illimitée, que le libéralisme frénétise jusqu'à l'ébullition, au point qu'elle est devenue irréversible. Quelle jeune femme vivant dans le confort des grands centres urbains et se mirant dans le miroir confortable et complaisant, savamment entretenu et poétisé par les médias et magazines de mode, va pouvoir critiquer sa libération sûre de son image qu'elle en ferait mentir les miroirs les plus fidèles. Emma Goldman a vendu la mèche du système, en nous révélant qu'elle s'opère sur les femmes populaires. La structure familiale, refuge contre l'égoïsme libéral, où l'on ne peut pas considérer un individu dans un rapport désintéressé et amoral, éclate peu à peu. Elle cède par deux coups de force, la perte d'autorité paternelle via le féminisme et la sacralisation de l'enfant par le jeunisme institué par le marché, revendiquant ses caprices pulsionnels. Dès lors, relativisme culturel aidant, ce sont les nouveaux venus qui font la leçon aux anciens et sont le vecteur d'une dérégulation radicale. Cet éclatement de la cellule familiale pose le problème de la monoparentalité, avec son manque de ressources, obligeant les femmes à travailler et à faire garder leur enfant.
double peine, vu que ce sont elles qui divorcent majoritairement. La pauvreté augmente la probabilité que l'enfant sans père commette un crime, diminue la probabilité qu'il atteigne le niveau universitaire, augmente les taux de suicide, l'abus de drogue et d'alcool, augmente également la prévalence des troubles du comportement et la probabilité que le garçon commette un viol. Cela ne diminue pas l'hypergamie féminine, pour le plus grand bénéfice des hommes riches et dominants, étant donné que les jeunes femmes sont mises sur le marché du travail, reléguant les hommes moins avantagés à une misère sexuelle que la pornographie compense virtuellement. Retour catastrophique. La liberté sexuelle des jeunes femmes les expose à une plus grande violence, puisque désormais elles peuvent sauter d'un lit à un autre et tomber sur un prédateur, en plus d'être abandonnées quand elles vont vieillir. Tous ces effets conjugués firent peu à peu éclater toutes les anciennes barrières. Les décideurs n'ont fait qu'adapter la libido à un nouveau marché en expansion. Récemment, Facebook et Apple proposaient à leurs salariés américaines de financer la congélation de leurs ovocytes pour leur permettre d'avoir des enfants plus tard ou à la carte. Cette première étape s'accompagne d'un autre phénomène. En amont, il faut inscrire ce mouvement dans un espace plus large, comme le montre Adam Curtis dans le 3e épisode de son siècle du mois. Après les techniques de Freud, reprises par Edward Bernays pour manipuler les masses, ce fut la contre-réaction avec la libération de l'individu du psychanalyste Wilhelm Reich, qui pensait capturer l'énergie de la libido, l'orgone, avec un pistolet géant. Et de l'Institut Esalen. Sans oublier le philosophe Herbert Marcuse et ses liens étroits avec la Fondation Rockefeller. But the Freuds were about to be toppled from power by opponents who said they were wrong about human nature. The inner self did not need to be repressed and controlled. It should be encouraged to express itself. Out of this would come a new type of strong human being and a better society. But what in fact emerged from this revolution was the very opposite. An isolated, vulnerable, and above all greedy self, far more open to manipulation by both business and politics than anything that had gone before. Those in power would now control the self, not by repressing it, but by feeding its infinite desires. Que cette révolution sexuelle vienne des campus des États-Unis et des jeunes n'est guère étonnant, avec l'émergence de la tendance hippie et de tous les mouvements annexes. Le féminisme prend de l'ampleur. Le mouvement de la libération des femmes en France et le Women's Lib dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, c'est la fondation en 1966 d'une organisation, la National Organization for Women, par Betty Friedan, puis d'une multitude de groupes féministes radicaux. New York Radical Feminist, Red Stocking, Witch Radical Lesbian. En France, la période est marquée par une activité de théorisation telle le courant d'Antoinette Fouque, avec son groupe Psychanalyse et politique. Le concept de patriarcat définit le système social d'oppression des femmes. Le féminisme devient de plus en plus autocentré. On oublie la lutte des classes et on se concentre sur le domaine de la maternité, du corps, du sexe, de la famille, du travail domestique, sans se soucier que les hommes sont tout autant exploités.
La révolution sexuelle offerte par le pouvoir joue de plusieurs facteurs. Développement technique des médias, disponibilité sexuelle, esprit consumériste du fait que le coït est débarrassé de tous les aléas contraignants comme l'enfantement. C'est dire que l'exhibition de sa sexualité, l'activité du bas-ventre, n'est pas une identité et ne saurait résumer un individu à part entière. Même si cela a été permis par l'exploitation de l'égoïsme et du narcissisme de l'être humain, où l'image de soi est l'apanage de la société de la représentation publicitaire, au détriment de la relation directe, simple et concrète. En amont, il faudrait étudier les influences et le lobbying de la fondation Rockefeller, qui finança les rapports Kinsey de 1948 et 1953, hommes aux méthodes plus que douteuses. Puis, en 1966, l'étude « Les réactions sexuelles » de Master et Johnson. Deuxième révolution à la suite, afin de répandre cette révolution et de sortir la sexualité de l'intimité. Que serait d'ailleurs devenue cette révolution sexuelle sans la CIA, qui finança la célèbre féministe américaine Gloria Steinem dans les années 60. Destin inéluctable, Jane Fonda, ancienne militante, s'est reconvertie dans des vidéos sur l'aérobic, se mariant en troisième noces avec le magnat de la presse américaine, Ted Turner. La révolution sexuelle appartient à la sphère de la production, récupérable par le marché. Dans cette évolution, la sexualité ne pouvait rester cantonnée à la sphère privée, base au fond du plaisir concret et mystérieux. Elle devait être exploitée avant de servir de modèle symbolique à toute la consommation, dissolvant les singularités sociales pour les agréger à un même mode de vie bourgeois. Comment vendre de la fesse à des gens coincés sexuellement? La sexualité fut la rampe de lancement d'exigences de plus en plus osées, sinon le marché les aurait combattues. Elle sera le surmoi radical. La sexualité a été le vecteur d'une recomposition libérale destinée à faire sauter tous les carcans moraux par le naturalisme dans sa représentation imagée. La libido a fui dans la représentation dans la mesure où toute existence a fui dans la représentation. Après avoir exploité hommes, femmes et enfants, et discriminé noirs et homosexuels, le libéralisme les protège et les enrôle par des droits, et les exhibe pour aller encore plus loin, colonisant la subjectivité humaine à son profit. Exhibition et promotion de la sphère intime dans la sphère publique, à travers les médias. L'esthétisation érotique du corps féminin, corsetage moins visible que l'ancienne suggestion, devint un impératif crucial. Le culte de la minceur fonctionna comme une police sans uniforme, transmettant au travers du corps svelte et ferme la volonté de s'approprier les qualités d'autonomie, de sportivité, d'hygiène et de réussite. Valorisation sociale de la femme libérale, belle, active et indépendante, jetée dans le marché économique, imitant les hommes. Avec l'éloge de l'adolescence par idole interposée, qui s'appuya sur la rébellion frontale et l'insoumission, les décideurs ont promu les loisirs de masse, plage, jogging, salle de sport. La dénudation progressive du corps, monokini, bikini, string, façonnant une féminité plus appétissante, propre à s'implanter aisément dans les imaginaires et à être consommée avec la bénédiction des femmes. Le régime est devenu une sorte de culte religieux, avec la promotion de la star et du mannequin. L'invention du camp de vacances, tel le Club Méditerranée en 1950,
offrait un laboratoire inédit d'expérimentation. Permissivité, ludisme et circulation des femmes autorisaient toutes les fantaisies et expériences sexuelles. Séduction érotique par magazines interposés et grâce à la publicité à ce que les hommes les consomment eux aussi. Avec la révolution sexuelle commence un processus délétère. Il ne s'agit plus d'être soi, mais de se produire soi-même, à travers une représentation fantasmée, mimant le schéma de la production libérale qui va prendre toutes les formes de l'identité, politique, sexuelle, ethnique, que le marché va récupérer et pouvoir étendre au monde entier, assurant son hégémonie. La facilité a créé l'obsession, disait le cinéaste communiste Pasolini, qui, dans ses écrits corsaires, écrit « En effet, le nouveau pouvoir bourgeois nécessite de la part des consommateurs un esprit complètement pragmatique et hédoniste, un univers mécanique et purement terrestre dans lequel le cycle de la production et de la consommation puisse s'accomplir selon sa nature propre. » Il dénoncera une tyrannie du plaisir et du ressenti en indiquant que la révolution sexuelle n'a pas été conquise, mais donnée par le pouvoir. Pour lui, le clergé laïque était l'idiot utile du libéralisme. Quand on lui demandait ce qu'était une féministe, il répondait « Je crois que c'est une personne qui a une exigence de médiocrité qui glisse dans l'ordre d'idées mystificatrices de la petite bourgeoisie ». Il n'est dès lors guère étonnant que cette dénudation progressive finisse dans le lit de la pornographie. Je vais vous demander le titre de votre film, là, parce que je n'oserais pas le prononcer moi-même. Enfin, lequel? Le dernier, disons. Le dernier, les tripoteuses. Cela dit, la pornographie, dans la mesure où elle est une recherche artistique et une technique de pointe, est quelque chose de nouveau, une forme d'expression nouvelle, est intéressante pour un art qui veut quand même progresser et qui se cherche. Elle n'est acceptable que dans la mesure où elle est artistique. Contraception, révolution sexuelle, avortement et pornographie apparaissent en même temps et sont indécrottable liés. La pornographie, avec le développement du cinéma et de la vidéo, provient de la côte ouest des États-Unis, étant donné le gigantesque marché qui s'offrait et le non moins gigantesque formatage symbolique vendu comme émancipation au reste du monde. Si la société libérale permet une réalisation virtuelle de tous les désirs via une orgie de consommation, celle-ci atteint une perfection platonicienne sous l'autel de l'individu libéré. La fin du code Hays, les films de Russ Meyer et de hardcore qui défilèrent comme Gorge profonde ou Derrière la porte verte en 1972 le montrent aisément, sans parler de la création par Hugh Hefner de Playboy en décembre 1953. Ce mouvement fut travaillé en amont par les avant-gardes artistiques qui avaient mis au point la transgression obligée, sous prétexte de répression et de puritanisme de l'ancienne société bourgeoise. Et par ceux, entre autres, de Kenneth Anger, réalisateur américain du cinéma underground, adepte de l'exhibition de son homosexualité, matiné d'occultisme, voire de satanisme. La révolution sexuelle est un business. Belle jeune femme, belle vie obsédée par le plaisir du bas-ventre, comme seule routine. Résidence luxueuse, temps sans l'aliénation du travail, vente facile de son corps, un court instant. Luxe et luxure. La révolution sexuelle est l'arme rêvée pour que les femmes se dénudent progressivement, exhibant leur charme et s'offrant symboliquement elles-mêmes comme un produit à consommer sexuellement. Exaltation de la féminité, tout en mettant les femmes dans une concurrence effrénée pour achever leur destin en platitude anatomique.
Le propos n'est pas moral. La révolution sexuelle s'est redoublée dans l'obscène, en mettant fin à l'échange par sursaturation et transparence. Disparition du sexe non plus sexuel que le sexe, la pornographie. Sexe pris à sa propre exhibition comme en trop, hyper réel, figé dans son excroissance organique et orgasmique, où le corps de l'individu devient un instrument de production, de plaisir et d'orgasme ininterrompu. Un éros fonctionnel et mécanique, convoqué, filmé dans un hyperréalisme sacrificateur à jet continu. Expulsion du rêve dans la réalité pour la forme extatique du sexe. Fin de la distance, du secret, du charme, de toute illusion. Il n'y a pas que le sexuel qui devient obscène dans la pornographie. C'est toute notre culture qui est devenue obèse et obscène, pornographique, pornographie de l'information et de la communication, des circuits et des réseaux, des fonctions et des objets dans leur massification, leur fluidité, leur disponibilité, leur signification forcée dans leur expression libre. Comme le disait Descartes, l'homme devait se rendre comme maître et possesseur de la nature. En amont de la Révolution française, et avec elle, sous l'égide de la philosophie des Lumières, le concept de nature n'est plus l'ensemble des lois sur lesquelles se fonde l'intelligibilité du monde, mais signifie un potentiel de force à exploiter et à libérer pour les faire entrer dans l'ère de la domination technique sous le système de l'économie politique, que la science, dans sa découpe, se chargera d'opérer sous le nom de réalité, alors qu'il ne s'agit que d'une simulation. Dès lors, l'individu n'a pas échappé à son enrôlement dans le monde dit libre avant de l'étendre à la planète entière. Paradoxe, la libération de la femme permet sa disponibilité sexuelle infinie, tout comme la libération des travailleurs permet son exploitation sans limite. Car cette libération ne touche pas seulement les individus, mais les forces techniques, politiques, économiques et artistiques dans un même élan. Comme si nous étions convoqués à tout voir, à tout savoir, rendant toute chose visible et présente. Nous ne craignons plus que le ciel nous tombe sur la tête, mais d'être engloutis dans le sol à force de devenir obèses. Avant d'aller plus loin, attaquons-nous aux catégories qui ont accompagné le mouvement féministe. Quand nous en serons au temps des cerises, le doux rossignol, le merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur.